Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 2. Le château coupé du monde. Au risque d'en décevoir certains et certaines, je ne suis pas la jeune duchesse abandonnée. Non, moi je m'appelle Héloïse. Je suis l'aînée d'un couple de métayers au service du duché des Sarlas. J'ai grandi, bercée par les récits de chevalerie que mes parents me racontaient. Et elles s'étaient rencontrées dans les couloirs du palais ducal des années avant ma naissance. Mon père était alors un jeune écuyer recruté pour les campagnes militaires et ma mère travaillait à la forge. Après leur mariage, le duc leur attribua une petite fermette dans la campagne d'Hautfort pour y établir leur foyer contre l'exploitation de quelques terres agricoles. Je suis née moins d'1 an après leur installation et mes 2 frères sont arrivés dans les années qui suivirent, l'un après l'autre. Plus jeune, mes parents me parlaient souvent de l'époque où Hautfort avait été riche et faste. D'après leur dire, du vivant de la duchesse Ingrid, tout le monde pouvait entrer dans le palais, que ce soit pour des doléances ou une simple visite. À cette époque, le couple ducal estimait que, puisque le travail de la population enrichissait le palais, il était normal que celle-ci puisse y avoir accès. Combien de fois mon père me raconta l'ambiance festive des grands banquets avec leur profusion de mets délicieux, les immenses tapisseries et tentures qui habillaient les galeries du palais, les fresques et dorures qui couraient sur les murs et décoraient les portes. Et combien de fois ai-je rêvé de tout ça, en voyant ses yeux pétiller de bonheur à l'évocation de ces souvenirs. Mais toute cette joie s'était envolée avec la mort de la duchesse. Et moi qui avais grandi au milieu de tous ces récits, je pouvais m'imaginer à quel point ça avait dû être dur pour les gens de l'époque de vivre ce changement brutal dans leur quotidien. Imaginez, du jour au lendemain, perdre l'accès à ce lieu de prestance, la représentation même de toute la richesse de la ville, être coupé tout d'un coup de l'endroit où se discutent les mesures et réformes qui impactent directement la population. Là, sans pouvoir rien dire ni faire, tous allaient devoir obéir à des décisions et assumer les conséquences de ce qui était certes une tragédie, mais dont personne n'était responsable. Vous conviendrez que c'est assez injuste. Et ce n'est pas tout. Après le décès de la duchesse, non seulement les habitants et habitantes d'Hautfort n'eurent plus accès au palais, mais aucun émissaire venant de l'extérieur non plus. Vous voyez le problème ? En réalité, il a fallu quelque temps à la population pour se rendre compte de ce qui était en train de se passer. Au début, il commença à manquer certaines denrées comme le café ou le chocolat. Alors là, je vous avoue que ce sont des noms que je répète parce que personnellement, j'ai jamais goûté et je sais pas très bien à quoi ça ressemble. Puis un jour, il n'y eut plus certaines boissons, certains alcools ou certaines épices utiles à la cuisine. Certaines pierres et types de bois qu'on utilisait pour la construction des bâtiments se mirent à manquer. Il fallut revenir à d'anciennes méthodes pour se chauffer ou se déplacer. De fait, la ville d'Hautfort, de la splendide cité qu'elle était, sombra peu à peu dans la misère. Pendant ce temps-là, nous, les enfants, qui n'avions aucun élément de comparaison, donc strictement rien à regretter, nous prenions le quotidien comme il venait. Nous grandissions tous en observant de plus ou moins loin l'imposante stature de la forteresse et imaginant en découvrir un jour les trésors. Dans mon coin de campagne, nous rêvions tellement de la vie au château que nous avions même inventé un jeu, le jeu du conseil. Lorsque nous nous retrouvions environ 15 ou 20, nous formions un grand cercle et débattions du sort de chacun et chacune en fonction de ses actions du jour ou de la semaine. La personne chargée du rôle du roi devait trancher après avoir écouté tous les avis. Personnellement, je n'aimais pas trop être le roi. Je prenais plus de plaisir à faire partie des conseillères, à essayer de comprendre une situation et d'argumenter pour ce qu'il me semblait être le plus juste. J'y mettais toutes mes tripes et mon engagement était tel que, à plusieurs reprises, j'avais fini par me battre avec quelques-uns et quelques-unes des enfants du groupe. Après quoi, je rentrais chez mes parents, penaude et prête à me faire disputer. Quand nous ne jouions pas au jeu du conseil, nous étions sur les sentiers, les esplanades ou les petites places, toujours au milieu des adultes. Et vous vous doutez bien qu'avec une situation aussi tragique, il y a bien eu quelques petites tensions dans les campagnes. Je me souviens de plusieurs moments comme ça où les gens furieux se rassemblaient pour partager leur colère. Nous, les enfants, étions tenus à l'écart de ce genre d'assemblée car des bagarres pouvaient vite éclater. Mais nous n'étions jamais bien loin et toujours avec quelques oreilles qui traînaient. Il y eut aussi beaucoup de commérages et de rumeurs durant cette période. Mais malgré tout, peu étaient ceux ou celles qui critiquaient ouvertement et durablement le duc ou ses agissements. Il y eut quand même Grimm, le ferrailleur, un fervent opposant au gouvernement ducal.
Il fut arrêté après avoir soutenu à plusieurs reprises que le duc n'était qu'un lâche, qui avait conduit Hautfort à sa perte parce qu'il préférait se morfondre plutôt que de se relever les manches pour sortir la ville de la misère. J'étais sur la petite esplanade près de la forge avec d'autres enfants le jour de son arrestation. J'avais entendu le ferrailleur crier ses revendications jusqu'à ce qu'un soldat ne l'assomme pour le hisser sur son cheval. Après cet événement, je m'étais évidemment ruée chez mes parents pour tout leur raconter. Et elles me demandèrent de faire attention à ne pas en parler en public. Et elles savaient très bien avec quelle liberté j'aimais m'exprimer, notamment dans le jeu du conseil, et m'interdire de rapporter les propos de Grimm aux autres enfants, même si j'étais plutôt d'accord avec lui. Et puis un jour, une rumeur d'un autre ordre se répandit jusque dans ma campagne. On raconta que la jeune duchesse était morte, elle aussi. Ça faisait des années que je n'avais pas entendu parler d'elle. La même sensation de traînée froide dans mon dos me saisit à l'évocation de son nom. Là encore, les commentaires des adultes allèrent bon train. Une maladie de l'enfance qui paraît. C'est bien dommage. Moi, je vous parie que c'est un coup des conseillers du duc. Mais enfin, s'en prendre à un bébé. Bon, elle a grandi depuis le temps, hein. Pour que le duc sorte de sa folie, qu'il ait plus que d'autre chat que de revenir à la raison. Mais pas en tuant sa fille. Ah bah de toute façon, il la voyait jamais. Qu'est-ce que t'en sais, toi, Grand Nigo? T'es sa nourrice, peut-être? Bah non, mais c'est bien connu qu'il laissait la petite à l'écart, qu'elle voyait jamais son père. Pauvre gosse. Oui, enfin, pauvre gosse, qui mange avec une cuillère en argent quand même, hein. Bah, plus maintenant, a priori. Ça serait un enlèvement alors. Ou un assassinat. Ce soir-là, j'étais encore rentrée chez mes parents, excitée comme une puce de tout leur raconter. Ma mère me reçut la mine sombre. « Fais attention à ce que tu rapportes, Héloïse. Tu ne pourras jamais vraiment savoir qui sera là pour entendre, et les gens pourraient finir par te prêter des intentions qui ne sont pas les tiennes si ça peut leur sauver la vie. » À ce moment-là, je n'avais pas compris les mises en garde de ma mère. Devant leur air fermé, à elle et à mon père, je m'étais efforcée de contenir l'énergie qui bouillonnait en moi. Mais intérieurement, je n'avais qu'une seule hâte, que quelque chose se passe enfin à Hautfort.